Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est destiné à vous présenter le BTS Production Animale. Il se passera en deux parties. Une première partie où nous allons vous présenter le webinaire. Nous donnerons la parole également à des étudiants, à des anciens étudiants, et on ira sur place également au niveau de nos exploitations pour voir le travail réalisé par nos étudiants. Et puis une seconde partie qui sera faite à partir de vos questions. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions sur le chat qui est à droite de votre écran, tout au long de la présentation et tout à l'heure au moment des questions. Nous y répondrons le plus possible dans la durée maximum d'une heure qui est le format de ce webinaire. Sur ce plateau, eh bien, je vous présente les deux responsables de filière. Trois vous êtes, mais deux aujourd'hui. Marie-Christine Leborgne, responsable de la filière PA. Virginie Rocher, également responsable de cette filière. Et nous avons à côté Monsieur Jean Bizimana, responsable de l'enseignement supérieur à l'Institut. Maëlys, qui est étudiante chez nous en BTS. Bonjour. Et nous avons également Louis, qui est passé par le BTS chez nous et qui est également, qui est aujourd'hui en école d'ingénieur. Et on verra votre parcours tout à l'heure. Alors, pour commencer ce webinaire, eh bien, je vais poser une première question et ce sera Marie-Christine qui y répondra. C'est à qui est destinée cette formation? Donc, c'est une formation qui est... Enlevez le masque, peut-être. Pardon. C'est une formation qui est essentiellement orientée pour les élèves et étudiants donc passionnés par les animaux d'élevage, donc élevage de rente en particulier. Qu'ils soient d'origine agricole ou non, finalement, il n'y a pas de préconisation particulière. La formation d'origine n'est pas non plus déterminante. C'est vraiment l'intérêt pour la production animale qui sera la plus importante. Faut quand même être aussi intéressé par d'autres matières comme l'économie ou les sciences, parce que ça reste aussi un BTS assez scientifique, donc avec de la biologie, etc. Et puis, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est pas non plus une formation qui sera destinée uniquement pour des jeunes qui souhaitent être éleveurs. Ça peut être un objectif, mais voilà, on peut aussi avoir plein d'autres ambitions. Il y a beaucoup d'ouverture par la suite, et donc voilà, il suffit d'être passionné. Nous, notre logo, c'est quand on veut, on peut. Donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Merci Marie-Christine. On va donner la parole à Louis. Louis, vous êtes passé par l'Institut il y a environ 3 ans. Vous avez fait un BTS production animale chez nous. Dites-nous un peu votre origine. Vous êtes fils d'éleveur, d'agriculteur? Moi, mes parents sont éleveurs laitiers dans l'Avesnois. Donc, j'ai fait une formation à l'Institut également, un bac STAV. Bac technologique STAV à Genève. Technologique STAV. Et à la suite de ça, voilà, étant donné que je suis passionné par l'élevage et c'est pour moi depuis tout petit et que ça m'intéresse énormément, je me suis directement penché vers le BTS PA. Et je suis très satisfait de mon choix. D'accord. Alors, le profil à l'époque des étudiants qui étaient avec vous, est-ce que c'était tous des fils d'éleveurs? Pas forcément? Pas forcément. Des gens qui venaient d'un petit peu partout, des Hauts-de-France, mais également d'autres régions limitrophes, issus ou pas du milieu agricole. Je pense qu'on devait être un tiers issus du milieu agricole et pas forcément, le reste, non, pas forcément, ou du moins pas très proche, quoi. Et après, en formation, donc des gens qui étaient en bac S, STAV principalement, mais il y avait également d'autres parcours un petit peu plus atypiques présents dans la classe. Oui. D'accord. Ce BTS-PA vous a permis derrière d'enchaîner donc sur une école d'ingénieur, c'est bien ça? C'est cela. Donc moi, je suis actuellement en 5e et dernière année du cursus ingénieur à l'ISA Lille, donc en alternance. C'est vrai que la formation BTS-PA m'a vraiment été un tremplin pour intégrer cette école, puisque c'est une formation assez scientifique et qui apporte beaucoup de bases pour intégrer ensuite une école d'ingénieur. Donc je pense que la suite logique ça a été un bon choix et j'ai vraiment profité de tout ce qu'on a vu ici en sciences en BTS-PA pour ensuite en profiter dans ma formation derrière, en école d'ingénieur. Très bien Louis, un grand merci pour ce témoignage. On va regarder d'un peu plus près le contenu de la formation. Alors je vais proposer à Virginie dans un premier temps de nous présenter les modules généraux, on va dire, et puis Marie-Christine d'enchaîner sur les modules professionnels, scientifiques. Donc dans les modules généraux, en premier, je vais vous parler de l'accompagnement de nos étudiants. Donc en première année, ça va être surtout basé sur leur intégration dans le BTS, leur vécu, le retour de stage également. Et très rapidement, on va parler de leur projet professionnel et donc du poste BTS.
Une notion vraiment qui est très, très importante donc, dans cet accompagnement, c'est la notion de réseau professionnel. On leur demande de consolider donc, tout au cours des 2 ans. On va les accompagner également donc, dans le CV, lettre de motivation, mais surtout dans les entretiens avec des professionnels. Donc, on réactive justement notre réseau ou leur réseau. Donc, et ces entretiens deviennent d'ailleurs pour quelques-uns des véritables passerelles donc pour la suite, donc pour le poste BTS, par exemple, pour trouver une alternance. Ensuite, dans les autres modules, il y a bien sûr l'anglais, donc indispensable surtout pour la poursuite d'études. Ensuite, il y a l'économie, donc mon module. Donc, j'aime à dire que c'est mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, il y a du travail, comprendre un peu mieux les décisions. Donc, c'est souvent sujet à débat. Et donc, ce module est couplé avec celui de ma collègue, donc technique de communication et d'expression. Et donc, ensemble, nous avons une épreuve donc fin de BTS, une épreuve de 4 heures, avec par exemple cette année un thème qui est l'innovation, la création. Et pour vous donner un exemple, à la dernière épreuve, c'était l'innovation et donc les conséquences sur l'emploi. Et ils devaient rédiger un article. Donc, c'est vraiment important qu'ils apprennent aussi à se défendre et à comprendre un petit peu donc les évolutions. Et ensuite, dans le dernier module, c'est l'EPS, donc avec les activités bien sûr traditionnelles du sport et la possibilité de faire de l'équitation. Du point de vue des modules scientifiques et professionnels. Ouais. Alors, je vais juste revenir une petite précision au niveau sur des langues vivantes. Il y a pas forcément que l'anglais. On peut faire anglais, allemand ou espagnol. Et c'est au choix. Donc, par contre, il n'y en a qu'une et on proposera des options pour ceux qui souhaitent poursuivre en post-BTS, notamment dans les écoles d'ingénieurs. Sinon, donc, pour les modules techniques ou spécifiques, on va dire, au BTS production animale, on va retrouver donc pas mal d'éléments scientifiques, notamment sur les statistiques, la biologie, la chimie, l'écologie. Et puis, donc, c'est aussi dans ces modules qu'on va retrouver notamment production animale et société, où on aborde toutes les problématiques qui viennent interférer ou moduler les méthodes de production chez les éleveurs. Et puis, bien sûr, enfin, quand même, tous les modules vraiment relatifs à la production animale, donc la zootechnie, donc qui est sur l'aspect théorique, mais aussi donc en conduite d'élevage, en pratique, donc avec des heures sur les exploitations. Au niveau des TP et de la conduite, il y a aussi une approche sur la production fourragère, puisque contrairement à d'autres productions, l'élevage est aussi contraint de travailler sur des productions végétales. Donc, on aborde également cet aspect-là. Et puis, donc, il y a des spécifications qui sont possibles en deuxième année, donc ce qu'on appelle les MIL, qui permettent d'aborder, par exemple, la création d'entreprises, la diversification à la ferme ou le travail autour de l'aviculture, puisque c'est aussi des débouchés intéressants pour nos étudiants. Voilà. Et puis, donc, l'ensemble de ces modules font part à une épreuve terminale, donc relativement importante. On étudie 3 espèces à l'Institut. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc les 3 espèces, alors le porc est obligatoire dans tous les établissements en BTS production animale en France, donc ce sera abordé forcément chez nous également, aussi bien dans tous les cours théoriques qu'en pratique. Et après, par rapport aux espèces dont on dispose sur place, tous nos BTS production animale travaillent sur le mouton, donc on a notamment une troupe de moutons boulonnaises puisqu'on participe au maintien des races locales. On a donc ensuite au choix soit un parcours vache laitière, soit un parcours équin. Donc vache laitière avec donc des races Holstein et flamande, toujours pareil pour la préservation des races en flamande, et des chevaux donc pour le parcours équin, donc un centre équestre où ils vont aussi pouvoir pratiquer. Et donc, globalement, la différence entre parcours équin et parcours vache laitière, il faut quand même être conscient que ça n'est que l'équivalent de 3 heures par semaine en première année. Pour le reste, on travaille systématiquement toutes les espèces. Pour illustrer un peu ce sujet, on va donner la parole à Maëlys. Bonjour Maëlys. Bonjour. En quelle classe es-tu? Première, deuxième année? Je suis en deuxième année de BTS. En deuxième année de BTS, tu viens d'un bac? Je viens d'un bac scientifique. Un bac scientifique, à l'époque où il y avait encore le bac scientifique en enseignement général. D'accord, très bien. Toi, tu es fille d'éleveur ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout, tu viens pas du milieu? Non, je ne connaissais pas ce milieu. Et tu as trouvé ta place dans l'enseignement supérieur? Je pense que j'ai bien trouvé ma place. Très bien. Alors pourquoi tu as choisi cette formation? J'ai toujours été intéressée par le milieu agricole.
même si je ne viens pas du milieu agricole. Et je voulais approfondir mes connaissances pratiques et théoriques, ce que j'ai pu faire du coup durant ces 2 ans. D'accord. Et quel parcours tu as choisi par rapport à ce que Madame J'ai choisi le parcours équin. Le parcours équin, oui. D'accord. Et concrètement, alors, comment ça se passe au niveau des cours? Tu as des cours théoriques, de la pratique? Oui. Nous, on avait nos travaux pratiques, donc les TP le mercredi après-midi. On l'a envoyé 1h30 avec les chevaux et 1h30 avec les moutons, et aussi 1 heure de théorie équine. D'accord, très bien. Donc, il y a bien des cours de pratique et des cours de théorie sur les deux au niveau de l'établissement. Très bien. Alors, l'Institut est doté d'exploitation grandeur nature. Nous avons une ferme, une exploitation laitière qui a été entièrement construite, j'allais dire même pas rénovée. C'est une construction à neuf il y a très peu de temps, quoi, 5 ans, 6 ans peut-être maintenant, qui est donc dans les terres ici de l'établissement, avec un robot de traite qui a été installé, aujourd'hui très moderne. Nous avons également une bergerie, alors qui malheureusement a un peu souffert de la tempête, mais qui va être refaite prochainement de manière à pouvoir réaccueillir nos moutons. Et nous avons également un centre équestre dans lequel nous avons inauguré en 2018 une écurie active, donc un modèle assez moderne. Maëlys, tu peux nous en dire 2 mots de cette écurie active? De quoi s'agit-il? Tu peux enlever ton masque si tu veux, ce sera plus audible. Donc l'écurie active, en fait, ça consiste à redonner au cheval un peu son instinct naturel du fait qu'il marche plus. C'est lui qui choisit quand est-ce qu'il va aller prendre sa ration, la communication avec les autres chevaux. Donc, il n'y a plus de box en fait, c'est bien ça. Il n'y a plus de box. Il y a un box collectif, mais voilà. c'est tout. Ils vivent dans une sorte de vie sociale retrouvée. Très bien. Pour illustrer un peu ça, on va aller en direct sur nos exploitations, rejoindre Tao, l'un de nos étudiants. Alors, est-ce que Tao, on peut la voir en live ou bien pas? Oui, Tao, tu es là, tu m'entends? Oui. Oui, bonjour Tao. Alors, dis-nous, toi, tu es en quelle année? Première ou deuxième année? Moi, je suis en première année de BTS. Première année de BTS, d'accord. Et toi, tu es fils d'éleveur, tu as un parcours agricole avant ou pas? Alors, j'avais jamais eu de parcours agricole, donc c'est tombé un peu par hasard et du coup, je suis venu à Genève. D'accord. Et à la base, je viens d'Abacès, donc vraiment rien à voir avec le monde agricole. D'accord, mais tu as trouvé une passion sans doute apparemment. Et une fois arrivé ici, le fait de pouvoir manipuler avec les animaux, d'une part pendant les TP et d'autre part pendant les astreintes, ça m'a permis vraiment de découvrir une vocation et je ne pourrais plus m'en passer, je pense. D'accord. Alors dis-nous, où es-tu actuellement? Explique-nous un petit peu, montre-nous. Donc là, je suis dans le bâtiment d'élevage donc pour les vaches laitières, donc devant le robot de traite. Du coup, comme vous l'avez dit, c'est assez récent. D'accord, oui. Du coup, c'est pour ça que les astreintes sont pratiques ici à Genève, même pour les enfants d'agriculteurs, parce que les robots de traite, c'est pas vraiment répandu partout. Et c'est intéressant de voir un autre modèle de fonctionnement d'un élevage. D'accord, très bien. On entend le robot derrière toi, en effet, et puis on voit bien qu'il y a quelques vaches. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être, Marie-Christine, compléter on a des temps de pratique, on l'a dit tout à l'heure avec Maëlys, on a des temps d'astreinte, et je pense que c'est ce que est en train de vivre Tao là. Peut-être 2 mots sur l'astreinte, dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Donc en fait, on propose aux jeunes, comme on dispose d'exploitations sur place, on leur demande de venir participer à la vie des exploitations. Donc c'est la situation de Tao cette semaine. Donc ils doivent faire 2 semaines pendant leur première année où ils vont travailler donc matin et soir, donner un petit coup de main aux salariés de l'exploitation. Ce qui leur permet aussi de compléter les pratiques, ce qui n'a pas éventuellement été fait en TP quand c'est un peu en décalé par rapport à la réalité. Et puis en même temps, de se confronter aussi à la réalité du terrain, puisque notamment aujourd'hui, on est samedi et pourtant il est en astreinte parce que les animaux, on s'en occupe tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur Tao ou pas? Non, je pense qu'il est encore en... Il y est toujours, oui, Tao, oui. Tu es là? Ah, mais je vois qu'on a un petit agneau avec nous. C'est ça. Un jeune, il a 1 semaine. D'accord. Et donc, les astreintes, c'est aussi bien au niveau de l'exploitation des vaches que des moutons, ça, on est d'accord? C'est ça, on fait vaches, moutons et on fait au centre équestre aussi. Moi, comme je suis en filière équine, je fais le centre équestre et le soir, je m'occupe des moutons ici. D'accord, d'accord, très bien. Bon, ça donne juste envie de l'adopter, cette petite bête. Un grand merci à toi, Tao. Marie-Christine, on va parler des stages. Comment ça se passe, les stages? Les étudiants en ont beaucoup, en ont peu. C'est à eux de les trouver. Comment ça se passe?
Donc l'astreinte dont on vient de parler, ça fait aussi partie de la pratique, mais comme on n'a pas non plus tout sur place et qu'on souhaite les forcer, entre guillemets, les inciter en tout cas à aller découvrir beaucoup de systèmes de production différents, on leur propose, donc ils ont 12 à 16 semaines de stage à réaliser. Nous, on a privilégié donc trois grands types de stages. Le premier qu'ils font en première année, donc c'est le stage ruminant, pour vraiment, parce que c'est un fonctionnement un peu différent, donc ils partent 2 semaines à au moins 150 km de chez eux pour que même ceux qui sont du milieu agricole puissent découvrir quelque chose de nouveau. Il y a possibilité aussi de faire les stages à l'étranger, hein, quel que soit le stage, en particulier les stages en exploitation. Donc le premier, comme je le disais, en élevage ruminant. Le deuxième, ce sera en entreprise para-agricole, donc tout ce qui est conseil en élevage ou organisme de nutrition, etc. Là, c'est 8 semaines. Donc répartis sur plusieurs semaines avec un temps fort pendant l'été, entre la première et la deuxième année. Et là, ils ont le droit de choisir toutes les espèces hors poisson. Mais ils ont en tout cas un choix vraiment très large d'espèces et qui n'a rien forcément à voir avec leur parcours. Ils peuvent être en parcours équin et aller en stage chez des bovins ou chez des moutons, par exemple, et inversement. Et en deuxième année, ils ont aussi un stage en porc à faire obligatoirement, dans la mesure où nous, par contre, on a un beau plateau technique, mais on n'a pas encore de cochons. Donc, ils vont faire un stage en élevage porcin en deuxième année, donc une quinzaine de jours également. D'accord, on va revenir sur Louis. Louis, quand tu étais à l'Institut, donc tu as fait des stages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait? Mes 3 stages, donc le stage ruminant, je suis allé en Mayenne, dans l'exploitation laitière qui était en conversion biologique à l'époque, hein, il y a de ça 5 ans maintenant. Donc bon, c'est intéressant, moi qui suis du milieu agricole, aller vers une autre région, découvrir d'autres... bon, c'est un peu la même production que celle que je connais, mais d'autres façons de travailler et avec un climat qui est un petit peu différent aussi que dans le Nord. Donc, c'est vrai que c'était relativement intéressant d'aller assez loin pour le coup, hein. J'avais trouvé mon stage sur une revue technique agricole, quelque chose qui m'intéressait. Accueilli, j'imagine, dans l'exploitation. Voilà, c'est ça, logé dans la maison des parents et très bien reçu, quoi. Mon deuxième stage, donc mon stage organisme, j'ai réalisé chez Avenir Conseil à Élevage, hein, donc c'est entreprise de contrôle laitier sur la zone Nord Picardie. C'est là où je suis également actuellement en alternance, hein, donc le stage permet aussi dans mon cas d'avoir un tremplin pour la suite, hein. J'avais réalisé mon stage notamment sur la qualité du lait chez les primipares. Voilà, et donc ces 8 semaines de stage là qui se sont déroulées notamment entre les vacances scolaires et un petit peu également pendant l'été, quoi. Ensuite, mon troisième stage, le stage porcin. Donc moi j'ai décidé de partir aux Pays-Bas, donc par l'intermédiaire d'une professeure d'anglais ici à l'Institut qui a un réseau assez développé notamment aux Pays-Bas ou bien en Irlande. J'ai pu partir aux Pays-Bas avec un contact connu par l'Institut de Genève et quelqu'un là-bas sur place de référent s'il y aurait eu un problème quelconque. Ce n'était pas le cas, hein, ça s'est très bien passé. Et là, l'avantage, c'était aussi de pratiquer un peu l'anglais, hein. Les Néerlandais parlent anglais couramment. Et ça m'a aussi aidé par la suite, notamment aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur avec un score minimum TOEIC à avoir. C'est la grosse condition en école d'ingénieur, vraiment. Pour décrocher aussi son diplôme. Donc voilà, cette ouverture à l'extérieur m'a permis aussi de développer mes compétences aussi bien techniques dans le port, puisque je connaissais pas du tout le port, et aussi bien en anglais pour aujourd'hui et même pour la suite, quoi. D'accord. Ça vous a vraiment aidé pour l'anglais pour aujourd'hui? Ça aide dans la pratique, quoi. Se retrouver en situation que il y a pas, faut se faire comprendre, faut comprendre. Même un petit peu le néerlandais, hein, aussi. C'est quand on sait un peu parler anglais, le néerlandais, c'est quelque chose qu'on peut comprendre aussi un petit peu, notamment aux Pays-Bas. Après, si ça aurait été en Irlande, ça aurait été vraiment que l'anglais. Non, si ça m'a vraiment aidé. Ouais. Avant de passer la parole à Maëlys, peut-être Jean, les stages à l'international, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, puisque l'expérience de Louis est très intéressante. On propose des stages à l'international, ils sont proposés, imposés, comment ça se passe?
Oui, comme Louis vient de le dire, effectivement, nous proposons des stages à l'étranger. Il a cité Madame Cando, Florence Cando, qui ici a une mission pour permettre aux élèves d'aller à l'étranger, bien sûr en Union européenne, mais aussi hors Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. Et comme on vient de le dire, nous avons des correspondants en Irlande, aux Pays-Bas, à Malte et au Danemark, qui permettent d'accueillir les élèves et de trouver des lieux de stage. Nous n'obligeons pas les élèves à partir en stage, mais nous les incitons fortement à y aller. Et comme Louis vient de le dire, c'est aussi une possibilité après d'aller sereinement, en tout cas, à une école d'ingénieur, parce que comme on l'a dit, pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut avoir un score minimum assez élevé, de 800 points au TOEIC. Et donc le fait de partir à l'étranger permet de débloquer certains, ou alors d'entretenir ou d'enrichir les autres. Il y a des aides financières pour ça? Alors, il y a des aides financières, effectivement. Chaque élève qui part à l'étranger a une bourse, qui peut être une bourse Erasmus, si l'élève part à plus de 2 mois à l'étranger, une bourse de l'Union européenne, des aides du conseil régional, et puis également des bourses Mermoz, qu'on appelle Mermoz, qui peuvent être octroyées aux élèves. Les conditions financières, on s'en occupe vraiment, ça ne doit pas être un frein. Les élèves ont des bourses quasiment rien pour partir à l'étranger. On trouve leur stage, donc les conditions sont vraiment ici optimales pour réaliser ces stages-là. Et s'il y a un problème sur un lieu de stage, comment ça se passe? Alors, il l'a évoqué Louis aussi, comme on a des correspondants sur place, c'est le correspondant qui va sur le lieu et de demander, enfin, avec la famille, trouver des solutions pour soit rapatrier l'élève, ça nous est déjà arrivé, soit trouver des médicaments ou ce qu'il faut pour notre stagiaire. D'accord. Apparemment, Louis confirme, on a du suivi. Tout à fait, oui. Maëlys, maintenant, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait comme stage ou qu'est-ce que tu vas faire comme stage? Moi, j'ai pratiqué mes 3 stages. Donc, j'ai commencé par le stage ruminant, où là, j'ai eu la chance d'aller aux Pays-Bas, dans une exploitation laitière. Donc, c'était une grande découverte pour moi, parce que je n'avais jamais travaillé avec des bovins. J'ai beaucoup apprécié. J'y retournerai bien. Ensuite, j'ai eu mon stage organisme, mais à l'inverse de Louis, je ne l'ai pas fait dans un organisme. Je l'ai fait dans une écurie, mais ça s'est fait à la dernière minute de par l'épidémie. Oui. Donc, j'ai dû trouver une solution et avec Madame Leborgne, on a réussi à trouver une écurie. Et ensuite, j'ai effectué mon dernier stage, c'était pendant les vacances de la Toussaint, en élevage porcin. C'était très intéressant, sachant que j'étais réticente à l'idée de travailler avec des porcs. Et finalement, c'est une espèce que j'apprécie plutôt bien. Donc, pareil, j'y retournerai bien faire ce stage. Très bien, merci Maëlys. Alors, la filière PA est plutôt réputée pour être une filière très dynamique, où on fait beaucoup de choses. Marie-Christine, Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tout ce que l'on fait dans le cadre de ce dynamisme? Virginie, peut-être? Oui. Donc, en effet, après toutes ces expériences terrain, donc les astreintes, les stages et autres, la notion de projet nous paraît bien sûr très, très importante, le travail collaboratif et surtout indispensable donc, pour les préparer au monde professionnel. Donc, depuis 3 ans, il y a déjà une semaine qui est bloquée donc, pour les 2e années en projet interfilière, donc avec les autres BTS, donc production végétale, aménagement paysager, production horticole, axe donc pour la gestion. Et donc, ils vont devoir travailler sur une problématique, donc avec une dimension globale, donc élevage, culture, gestion, etc. Donc, l'intérêt vraiment, c'est le travail d'équipe, c'est vraiment mettre en application donc leurs connaissances techniques et surtout développer des nouvelles compétences, et notamment donc le travail de groupe. Donc, quelques exemples un peu de projets qui ont pu être menés. Par exemple, cette année, ils ont travaillé donc sur la conduite du troupeau, donc face aux exigences d'un projet de fromagerie. Ça peut être un projet qu'on n'a pas pu mener cette année justement, mais qui sera pour les années à venir, le projet HVE, donc haute valeur environnementale sur une exploitation. Donc voilà, très ouvert, donc sur Genève, mais pas forcément. Donc ça peut être des appels à projets également, de par notre réseau tout le temps. Sinon, pour la première année, on a par exemple le journal PA, donc on a 5 éditions dans l'année. Donc là, l'objectif, c'est vraiment les intéresser à l'actualité, faire travailler en groupe et rédiger également, donc c'est vraiment important. Ensuite, sur les 2 années, par exemple, on a le projet d'initiative collective, donc c'est par groupe de 3.
Donc, par exemple, Maëlys, c'était le projet d'organiser les portes ouvertes. Donc là, il y a vraiment 3 mots-clés, j'ai envie de dire, que vous devez retenir. C'est concevoir un projet, c'est vraiment important. Organiser. Et le dernier, encore plus important, surtout en ces temps, c'est s'adapter. Donc voilà, en lien avec un événement ou bien aussi en lien avec l'associatif. Et donc encore dans les projets, il y a bien sûr la participation à de nombreux forums, salons et autres. Donc normalement en virtuel, mais deux fois autrement. Et par exemple la présentation, la participation au salon de l'agriculture et surtout la participation donc au trophée des lycéens. Et là, je crois que je vais laisser la parole à Louis qui pourra témoigner. Merci. Vas-y, Louis. Oui, effectivement, moi, donc en 2017, j'avais participé au trophée des lycées de TNLA lors du salon de l'agriculture. Hein, donc on était une équipe de 5 à présenter un animal, présenter l'institut et également la région dans un domaine plus vaste à Paris, quoi. Donc c'est vraiment très enrichissant, et également de l'échange avec d'autres lycées de France. Je me souviens qu'on avait bien sympathisé avec des lycéens de Bretagne, et sincèrement, c'est vraiment une chouette expérience qu'on peut vivre ici à l'Institut, et puis bien encadré également par notamment Madame Le Borne et le responsable de troupeau, Marc. Très bien, un grand merci Louis pour cette expérience. Peut-être le voyage en Savoie, c'est Maëlys. Tu as des choses à nous dire par rapport à ce voyage, je pense? Oui, c'est un voyage qui, par toute ma classe, a été fort apprécié parce qu'il se passe en début d'année. Donc c'est un voyage qui nous a permis déjà d'apprendre à nous connaître, ou même d'apprendre à connaître Madame Le Borgne ou Madame Librecht qui nous accompagnait. Ensuite, c'est un voyage qui nous a permis de découvrir différentes exploitations, surtout en Haute-Savoie où c'est des exploitations différentes de par chez nous, avec un autre système ou un système un peu différent. Ça a été apprécié par tout le monde, c'était très intéressant. On a vu divers élevages en passant des chevaux, des chèvres, jusqu'aux bovins. Donc vraiment une bonne diversification et un bon apprentissage. Très bien, merci Maëlys. Alors, on se pose la question du devenir de nos étudiants. Poursuivent-ils leurs études? Partent-ils dans la vie professionnelle directement après? Virginie, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, en effet, donc le BTS passe vite, très vite, trop vite. Donc nous sommes qu'un tremplin vers le monde professionnel. Hein, donc le devenir de nos étudiants avec qui nous avons plaisir à garder contact est souvent très varié. Donc certains poursuivent en contrat de spécialisation, donc ça a une durée d'1 an. Donc les principaux et les plus fréquents sont le CSLE, transformation, ou bien Caprin. Ensuite, il y a la licence, donc également 1 an. Donc la licence PA, qui est donc présente sur Genève en plus depuis 1 an, donc qui attire pas mal de monde. Certains poursuivent un peu plus en gestion, donc là il y a différentes formations, dont une également à Genève, et d'autres écoles bien sûr. Et certains poursuivent également en licence, par exemple management du centre équestre, licence génétique, enfin voilà, il y a tout un palmarès de licences. Il y a également la formation Agricad, donc qui existe depuis une 20aine d'années sur le site d'Angers, et donc depuis 1 an sur Genève, qui attire pas mal de monde, surtout depuis qu'elle est sur Genève. Certains ne voulaient pas forcément bouger. Donc il y a 2 options, là une option plus gestion et une option plus commerce. Donc ça leur donne une certaine ouverture après le côté technique en fait qu'ils ont acquis donc en BTS. Certains poursuivent également en école d'ingénieur. On en a de plus en plus, donc facilement 3 à 5 par an. Donc les principales écoles, c'est ISA Lille ou la Salle Beauvais. Et certains poursuivent aussi, et donc en veto, donc en passant par une prépa. Et là aussi, on a quelques bons succès, donc qui font plaisir, des élèves qui se remettent sérieusement à travailler, donc là, pour obtenir ce concours. Donc, mis à part veto, le point commun de cette poursuite d'études, c'est vraiment l'alternance. Donc, d'où l'intérêt, ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure, de les accompagner sur un contrat d'apprentissage. Et c'est vraiment souvent de très bons débouchés pour eux pour la suite. Certains aussi, bien sûr, s'installent ou se réorientent. Là, tout est toujours possible, bien sûr. Bien entendu. Merci Virginie. Jean, quelques mots peut-être sur le taux de réussite de ce BTS, puisque c'est sans doute une question qui intéresse les gens qui nous suivent. Alors, c'est un BTS qui a bientôt 50 ans déjà.
Donc on l'a ouvert à l'Institut en 1970. Donc les premiers sont sortis en 72, donc ils auront 50 ans l'année prochaine, en 2022. C'est un métier passion, vous l'avez senti, les élèves sont passionnés et quand on se lance dans cette voie-là, qu'on trouve sa voie et on devient passionné. Quand on est passionné, on travaille. Ce qui peut expliquer les résultats qu'on a chaque année, qui sont très très élevés. On tutoie tous les ans, enfin en moyenne, sous les dernières années, on est à 95% de taux de réussite. Donc c'est très bien et j'espère que dans les années à venir, on continuera ainsi. Et le taux de poursuite d'études post-BTS, on a une idée à peu près claire, d'année en année? On est à peu près à 75% de poursuite d'études. Après, certains vont travailler, mais comme par exemple l'année dernière, on en a 3 qui faisaient une recherche pour une licence, donc une recherche d'alternance, et en fait, ils ont été embauchés directement. Donc, voilà, ils ont arrêté, mais parce qu'ils ont une opportunité, c'était pas forcément leur souhait premier. Mais globalement, la plupart de nos jeunes vont poursuivre. D'accord, merci beaucoup. Je peux redire un mot, compléter ce qu'a dit Virginie, effectivement, sur la poursuite d'études, insister sur le fait qu'on a une licence production animale dans l'Institut. Tout à fait. Et qu'un jeune qui vient pour faire une seconde générale ici peut se dire qu'il restera 6 ans pour faire un BTSPA et puis, bien entendu, la licence production animale. Nous avons également la licence droit, économie, gestion. On l'a évoqué également. Ça permet aux élèves qui ont fait des études techniques de compléter par des études ici en gestion et pouvoir par la suite être conseillé ou même s'installer. On a cité également la formation Agricad qui se fait en 2 ans, qu'on a ici à Genève. Voilà. Donc, un jeune aujourd'hui qui rentre en BTSPA peut espérer rester ici pendant 3 ans ou alors, comme vous faites sûrement, vous pouvez le faire également, envisager une école à Bac+5. D'accord, très bien, je vous remercie. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire. C'est la partie de la réponse aux questions que vous nous avez posées. On a reçu quelques questions qui sont venues par le chat du webinaire. On en a d'autres qui arrivent directement par le site internet également de l'établissement. Donc, je vais essayer de les mettre par thématique, on va dire. La première question, ce sont les conditions d'admission. Est-ce qu'il faut absolument avoir fait un bac scientifique? Alors, on a vu que ce n'était pas le cas, puisque tout à l'heure, Louis a dit qu'il avait fait un bac STAV, hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça que tu as dit. C'est quoi le profil de vos étudiants? Donc, globalement, on va avoir à peu près un tiers d'étudiants qui viennent d'un bac technologique, un tiers qui va venir de bac scientifique ou quelles que soient les options. Et puis le dernier tiers, c'est assez variable, des jeunes qui viennent de bac pro, mais aussi de bac +1, +2. On a déjà eu même de bac +3, hein, quelqu'un qui avait déjà validé sa licence. Voilà, c'est quand même assez hétérogène. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il y a quand même des passerelles et des mises à niveau qui sont permises pour que chacun puisse réussir au mieux. Alors certes, il faut quand même fournir un minimum de travail, hein. Je n'ai pas dit que c'était forcément simple pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de barrière par rapport à la formation initiale. Si on perçoit dans la motivation et dans le niveau initial qu'on pourra les emmener jusqu'au bout. D'accord, très bien. Une question de Jeanne qui demande, dans le cas d'une réorientation après la première année post-bac, avons-nous moins de chances d'être acceptés sur Parcoursup pour la rentrée prochaine? Non, on accepte, on a le droit de se tromper aussi, et donc il n'y a pas de souci. Justement, c'est ce que je disais, des bac +1 ou des personnes qui avaient commencé une formation et qui ont arrêté en cours de première année. C'est tout à fait possible s'il y a une motivation, et donc pas de problème pour les accepter. Jean, tu veux compléter? Oui, ceci étant, c'est une filière assez prisée tout de même, assez prisée, donc elle est vite remplie, ce qui veut dire que lorsque l'on est en première année d'une école quelconque, qu'on hésite, qu'on se dit, tiens, je changerais bien de voie, il vaut mieux s'inscrire par défaut dans Parcoursup dès le mois de janvier, février, mars, plutôt d'attendre le deuxième jet de Parcoursup qui aura lieu au mois de juin. Il faut mieux prévoir cette éventualité et s'inscrire, parce que si on le fait au mois de juin, il se peut qu'il n'y ait plus de place. Camille qui nous dit, quand faut-il choisir entre le parcours EQUIN ou VL? Je ne l'ai pas vu dans Parcoursup.
Donc ça, en fait, ils le déterminent le premier mois. À la rentrée en septembre, ils font une prévision. Donc ils nous disent, bah, moi, j'aimerais bien faire ça. Mais ils ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour déterminer définitivement, parce qu'après, c'est valable. Enfin, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ils ont à peu près un mois pour échanger avec les deuxièmes années aussi, voir un peu ce qu'ils ont appris, les bases nécessaires, etc. En général, il n'y a pas de prérequis particuliers. Hein. Et voilà, on leur laisse quand même un temps pour s'adapter, voir si ça correspond vraiment à ce qu'ils attendaient. On peut plus changer parce que ce sont des cours différents et un contrôle continu différent. Parce que voilà, c'est notamment sur les évaluations, comme je le disais tout à l'heure, en fait, les cours spécifiques au parcours, c'est uniquement en première année. Donc, on ne peut pas attendre le mois de janvier pour tout changer, sinon on a raté un peu trop d'éléments, quoi. Une question de Chloé. Peut-on aussi commencer par un BTS Axe puis acquérir des compétences en PA par la suite? Dans ce cas-là, vaut mieux faire, après le BTS Axe, faire une licence dans ce cas-là. Une licence PA, ou à PA. l'inverse, faire un BTS PA puis une licence DEG, par exemple. Par exemple. Ça permet d'avoir les doubles compétences. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, plutôt que c'est vrai que certains parlent quelquefois des doubles BTS. Dans le cas particulier de l'Axe et de la PA, il y a quand même des passerelles, des éléments un peu communs. Et donc, c'est aussi intéressant de gagner une année complémentaire et donc passer un niveau Bac plus 3. Donc, dans ce cas-là, si elle préfère faire le BTS en Axe, faire la licence PA par la suite. D'accord. La différence, c'est que le BTS PA est plus scientifique. On va aller davantage sur le terrain. En Axe, on sera plutôt sur tout le travail autour de la gestion, etc. Voilà, donc il y a la pratique, par exemple, ce dont on a parlé tout à l'heure avec le travail sur les exploitations, ils ne vont pas l'avoir, en tout cas dans notre établissement, ils ne l'ont pas quand ils sont en Axe. Il y a plus de sciences, donc ce qui donne des bonnes marges, on l'a dit tout à l'heure, pour les écoles d'ingénieurs, si jamais on change d'avis en cours de formation, par exemple. Virginie, peut-être répondre à la question du contrôle continu, épreuve terminale, comment ça se passe? Il y a les deux? Oui, il y a les deux. Donc, il y a ce qu'on appelle les CCF, donc contrôle en cours de formation, donc avec certains qui sont validés dès la première année et donc les autres en deuxième année. Donc, et ensuite, 3 épreuves donc, pour le fin de BTS. Donc, l'épreuve 1, j'en ai parlé tout à l'heure, donc en présentant l'économie, donc les techniques d'expression et de communication. Donc, une épreuve de 4 heures qui a un coef 6. Une épreuve également technique, donc là, peut-être que Madame Leborgne en reparlera. Donc, et également, bien sûr, le dossier de stage, le rapport de stage. Puisque Virginie t'invite à en parler, si tu peux en parler maintenant, ce serait bien. Donc, au niveau de l'épreuve technique, donc il y a une épreuve écrite de 4 heures, donc sur l'ensemble des matières techniques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, l'oral de rapport de stage, et pendant leur stage principal, donc ils traitent une problématique. Ils auront un écrit à rendre et une soutenance orale qui se fera donc en fin d'année. Et qui compte donc l'écrit et la soutenance orale comptent chacun pour un coefficient 6 également, donc même poids que le 1. Très bien, merci beaucoup. Alors, Romane pose une question concernant l'équitation. Je vais demander à Maëlys, je vais coupler avec une autre question. Quand on est en parcours équin, on a l'occasion de monter à cheval ici? Qu'on soit en parcours équin ou en parcours VL. D'accord, mais c'était la seconde question, donc tu as répondu aux deux en même temps, très bien. Donc, qu'on soit en parcours équin ou en parcours VL, on peut faire de l'équitation sur le site de l'Institut. On choisit en début d'année. D'accord. Si on veut faire un parcours EPS basique ou si on veut faire les cours d'équitation. D'accord, et donc ça se fait à la place de l'EPS? C'est ça. Sur le centre équestre qui est ici dans l'établissement? Mais pas aux mêmes horaires que l'EPS. D'accord. C'est des horaires qui sont adaptés en fonction du temps de travail des chevaux et des filières qui sont au centre équestre. D'accord, très bien. Une question de Julien. Je suis étudiant belge, puis-je venir faire un BTS PA en France? Qui peut nous répondre? Avec plaisir. Vas-y, Virginie. Ça alimente les cours, surtout pour la mondialisation et autres, enfin pour les échanges en tout cas. Mais oui, il y a toujours un certain nombre de places qui sont réservées, donc justement pour nos étudiants belges. Et c'est vrai qu'on en a parfois jusqu'à 2 ou 3 par promo. Cette année, on n'en a pas eu, c'est dommage. Laurine demande si on peut, ça va être toi Jean, revenir un instant sur les aides financières pour l'étranger. Comment ça se passe? Quels sont les montants? Est-ce que ça couvre finalement les dépenses? Enlève ton masque si tu veux, on t'entendra mieux. Merci. Je t'en prie.
Je dois revenir en arrière sur l'accueil des Belges dans la formation. Vas-y. On accueille régulièrement des Belges dans la formation, mais ceux qui ont fait des formations plutôt techniques ne font pas forcément une deuxième langue, ne font pas forcément l'anglais. Donc, s'il y a un jeune Belge qui veut nous rejoindre l'année prochaine, qui commence déjà à travailler un petit peu son anglais durant les vacances, qui ne découvre pas la discipline en arrivant ici. Voilà. Sinon, pour l'étranger, les montants sont assez élevés, mais tu pourrais peut-être nous le dire, Louis, ça couvre pratiquement le transport. Et comme sur place, généralement, ils sont logés et nourris, il n'y a pas d'autres, enfin, il y a une dépense personnelle, mais globalement, ça couvre le stage, effectivement. Louis, peut-être? Oui, donc, effectivement, les différentes aides vont permettre de couvrir principalement le transport. Voilà, les Pays-Bas, c'est pas très loin, c'est en voiture, ça se fait facilement. Après, pour d'autres voyages comme l'Irlande ou le Danemark, à l'avion, et ça va être un peu plus onéreux, on va dire. Et donc là, l'avantage, c'est que l'ensemble des frais sont éligibles, et même après des frais, par exemple le week-end, quand on n'est pas dans les familles, qu'on va dans une auberge jeunesse, ça peut également être pris en compte, quoi. Donc vraiment assez bien couvert, quoi. Très bien, merci beaucoup Louis, merci Jean. Question assez diverse maintenant qui arrive. Peut-on faire des cours d'attelage à l'Institut? Je sens que Maëlys a envie de répondre. Vas-y. C'est parce qu'en deuxième année, cette année, on a eu la chance de choisir entre 2000. Je ne sais pas si vous allez expliquer ou pas. Module, non? Vas-y. Donc, les 1000, on en a eu un en première. Alors 1000 peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? Module d'initiative locale. Et voilà, on t'aide. Je ne savais pas. Et donc, on en a 2 durant l'année. Le premier, on a plusieurs choix et on est évalué en 1 semaine. Et le deuxième, justement, où j'ai choisi diversification avec le cheval de Trait du Nord, parce qu'ici à l'Institut, on a le pôle Trait du Nord, où là, on a la possibilité de faire de l'attelage, car on est évalué sur la pratique. Après, les cours d'attelage, je sais que Hélène, qui s'occupe du pôle Trait du Nord, n'en propose pas. Donc, il faut faire ce 1000, je pense, pour faire de l'attelage. Si je ne dis pas de bêtises, hein, ça. Tout à fait. Merci beaucoup Maëlys. Encore une autre question sur les 1000, donc modules d'initiative locaux. J'ai entendu parler des 1000 aviculture, cuniculture. Oui. Marie-Christine? Oui, donc c'est en effet une ouverture qu'on propose, donc parce que dans les cours, on va dire de zootechnie et de production animale, on a vu tout à l'heure les 3 espèces principales qu'on travaille. Alors on évoque également tout ce qui est oiseaux, hein, les volailles, mais on propose donc à nos jeunes un approfondissement, donc en parallèle de la diversification autour du cheval de trait. Il y a le reste du groupe qui travaille sur les volailles et les lapins, donc aviculture, cuniculture. Pour voir un petit peu justement comment s'organise la filière, et puis ça leur permet d'avoir des débouchés. Certains ont travaillé et ont trouvé des opportunités par la suite également grâce au relais qui avait été fait par ce module. Très bien, merci beaucoup. Camille nous pose une question qui, à travers ça, traite de questions assez diverses. Est-ce qu'il y a des prérequis, notamment, dit-elle, je ne sais pas conduire de tracteur, est-ce que c'est embêtant? Non. En termes de Maëlys, tu savais conduire un tracteur? Non, apparemment pas. Non, en fait, c'est pareil. Cette année, c'était un petit peu difficile. Enfin, il y a eu des modifications liées aux contraintes sanitaires. Mais normalement, en fait, on propose une préparation avant de partir en stage. Donc, où on fait découvrir. Alors, voilà, ils ne seront pas des pros du tracteur non plus avant de partir, mais on les initie, en tout cas, à la conduite du tracteur, à la traite, s'ils n'ont jamais trait, etc., pour qu'ils partent avec une certaine sérénité en stage, en fait. Donc, ils ne sont pas forcément autonomes, mais au moins, voilà, ils ont déjà utilisé les outils et ça, je pense que ça les rassure un peu. Très bien. Clémence demande à quel moment faut-il s'inscrire à Genève dès lors que nous sommes retenus sur Parcoursup? Qui répond à ça? Jean? Marie-Christine? Jean, tu veux bien? Oui, je veux bien, oui. Je veux bien. Là, ils sont inscrits sur Parcoursup. Ils vont nous envoyer leur dossier début avril. Les dossiers seront étudiés par les responsables de la filière et ce sont eux qui vont classer les dossiers et donner la réponse fin mai. Je n'ai pas la date en tête, mais fin mai, les élèves candidats auront le résultat. Alors, on va continuer un peu dans cette thématique. Combien y a-t-il de classes en BTS-PA et quels sont les effectifs par classe? Une seule classe, malheureusement. Une classe de première année. Une classe de première année, une classe de deuxième année, bien sûr.
Et les effectifs, on essaie maximum 35 pour pouvoir faire un bon travail d'accompagnement avec eux. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est d'en avoir 35, bien sûr, aussi en deuxième année. Tout à fait, puisque l'objectif, c'est bien de les conserver, de les accompagner jusqu'au bout. Les stages, je reviens un tout petit instant là-dessus. Est-ce qu'on aide les étudiants à trouver leur stage ou est-ce qu'ils doivent se débrouiller? Alors, on a parlé des stages à l'étranger, là, on a bien compris que vous étiez bien accompagnés, mais les stages qui se déroulent en France, est-ce que les étudiants sont accompagnés pour les trouver? Peut-être, Louis, tu veux répondre? Oui, donc pour la recherche de stage, l'idéal est de le trouver par soi-même pour vraiment trouver ce qui nous correspond et ce qui va correspondre aussi après, par exemple pour le stage organisme, au sujet qui va nous plaire par la suite. Mais si vraiment on a de grosses difficultés, et en plus, je pense qu'en ce moment ça doit être un peu plus compliqué avec les contraintes sanitaires, il y a également une aide de par les responsables de formation pour trouver le cas échéant un stage qui va correspondre à ce qu'on attend, quoi. Donc après voilà, l'idéal c'est d'essayer quand même de trouver par soi-même, montrer il n'y a pas de raison de ne pas trouver de stage. Je veux dire, quand on montre sa motivation, généralement ça se trouve relativement facilement, quoi. Merci Louis. Vas-y Jean. Dans cette filière production animale, nous avons une belle association qui s'appelle Jeunet Production Animale. On a évoqué les réseaux tout à l'heure en parlant du BTS de manière générale. Et c'est un réseau important pour trouver des lieux de stage et au-delà des lieux de stage, trouver des emplois également s'ils veulent s'insérer dans la vie active. Marie-Christine, un complément également. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on propose aussi des temps d'échange entre les premières et les deuxièmes années. Et depuis 3 ans, on fait aussi des échanges entre les filières parce que d'autres filières partent aussi en exploitation notamment. Et ça leur permet de discuter directement avec des jeunes qui sont allés en stage, voir ce qui leur a plu, etc., ce qu'ils ont découvert, et donc derrière de récupérer des adresses également. Donc nous, on a nos fichiers des anciennes années, mais on prévoit aussi des temps forts parce que c'est toujours les jeunes qui sont les meilleurs ambassadeurs de leur lieu de stage, et donc les jeunes peuvent aussi parler de leur stage et comment ils l'ont trouvé, et entre guillemets faire le lien avec les premières années. Très bien. Alors Camille nous pose une question, je vais rajouter en temps normal, c'est-à-dire quand on n'est pas en période actuelle. Est-ce que nous avons des visites d'exploitation à l'extérieur de l'établissement, chez des éleveurs, des exploitants? Comment ça se passe? Oui, donc quand on peut, on fait déjà le voyage. Tout à fait. Ça, c'est déjà une chose. Donc, qui nous permet pendant une semaine de faire que des visites d'exploitation différentes, comme l'avait expliqué Maëlys tout à l'heure. Et puis, en cours, alors à la fois dans les cours de gestion, mais aussi dans les cours de conduite, donc en mouton, en vache ou en équin. Il y a des visites ponctuelles qui sont proposées pour aller découvrir encore d'autres systèmes de production et les analyser sur le plan technique et économique. Très bien, merci. Une question supplémentaire, Jean, concernant les poursuites d'études. On a parlé des écoles d'ingénieurs avec lesquelles nous avions des partenariats. On n'a pas parlé de Format Plus. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? De quoi s'agit-il? En fait, le jeudi après-midi, à l'Institut, les élèves n'ont pas les cours classiques, les cours obligatoires. On propose des options, des cours optionnels. Et Format Plus en fait partie. C'est un module qu'on propose en plus avec 4 disciplines. L'anglais, bien sûr, il y a un passage du TOEIC à la clé, la biologie, la chimie et les mathématiques. L'idée, c'est de préparer progressivement les élèves à intégrer une école d'ingénieur, mais pas forcément, ça peut être aussi une licence ou agricadre, avec un bagage scientifique soutenu pour pouvoir réussir plus aisément dans ce nouveau cursus. À côté de Format Plus, nous pouvons offrir uniquement le passage du TOEIC. Ceux qui veulent faire un petit peu de gestion peuvent travailler sur des fiches technico-économiques. Mais on propose aussi d'autres activités comme la soudure, l'obtention du permis EB pour conduire avec un tracteur. Voilà, il y a toute une palette de possibilités. Atelier soudure, des choses assez diverses, en effet. Et comme je sais qu'ils aiment bien aussi le sport, en plus du sport obligatoire dans le cadre de la formation, nous proposons aussi un temps de sport interuniversitaire pour s'adonner à des pratiques individuelles ou collectives
dans le rugby, le foot, etc., etc. Arthur nous demande si on peut revenir un instant sur le stage de 8 semaines. Qu'est-ce qu'il comporte? Quel est l'intérêt? Quel est l'objectif en fait? Donc le stage de 8 semaines, nous, on essaie de motiver les jeunes à partir en entreprise, donc para-agricole, de conseil, etc. Donc ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, des organismes de conseil, des organismes autour de l'alimentation, donc des boîtes, des négoces d'alimentation animale, pardon. Ça peut être aussi des organismes de sélection dans les différentes espèces. L'objectif, en fait, c'est de mener une étude qui est donc sous la forme d'une problématique, de les positionner déjà en tant que conseillers, en fait. Donc, ils vont essayer de trouver comprendre le fonctionnement d'un sujet, mener une étude. Donc, en général, souvent, ils vont comparer des résultats dans différentes exploitations et derrière, donc, proposer des solutions. Donc, vraiment un peu dans une démarche de conseil. Il y a possibilité, et notamment cette année, comme c'est plus compliqué d'aller en entreprise, il y a possibilité de réaliser ces stages également en exploitation d'élevage, à condition qu'on ait une problématique d'un niveau BTS. Très bien, j'espère que nous avons répondu à la question d'Arthur. Dernier point, dernière question, elle est assez large. Quel métier peut-on faire avec un BTS PA? Donc évidemment, tout dépend aussi de la poursuite d'études que l'on fait derrière, mais voilà, il y a sans doute un champ très large. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Donc, si on prend nos anciens, donc bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, certains se sont installés. Il y en a qui ont été responsables d'élevage, donc parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, tout le monde n'est pas forcément issu du milieu agricole, mais certains souhaitent absolument travailler au contact des animaux. Et donc, ils ont pu avoir l'opportunité d'être responsables dans une exploitation, donc de prendre les décisions vraiment sur le cheptel. On en a qui sont donc beaucoup conseillers d'élevage, donc dans les différents organismes. Après, forcément, s'ils ont poursuivi les écoles d'ingénieurs, ils ont après toutes les possibilités qui vont ensuite. On en a quelques-uns qui sont dans le commerce, donc soit dans l'alimentation, l'équipement agricole, alors que ce soit par exemple l'installation des robots de traite, des équipements autour du cheval aussi. On en a qui sont dans le bâtiment d'élevage. On en a quelques-uns donc qui ont réussi leur concours vétérinaire, qui sont vétérinaires. D'autres qui travaillent dans des organismes, des groupements de producteurs, par exemple, donc là plus spécifiquement, par exemple, en porc, en volaille ou autre. Et certains, donc on en a quelques-uns aussi, qui ont des postes très importants dans les centres de sélection à des niveaux internationaux. Enfin, au niveau international, pardon. Très bien. Jean? On peut aussi devenir enseignant. Ceux qui tournent mal. J'en connais d'ailleurs d'anciens BTS production animale. J'en connais au moins 4 ou 5 qui sont devenus enseignants à l'Institut. D'accord, très bien. Merci de le préciser. Nous avons fait le tour des questions que nous avions. Donc, on va conclure ce webinaire en vous remerciant. Vous pouvez avoir davantage d'informations sur le site internet de l'Institut, institutdegenêt.fr. Vous pouvez également découvrir bon nombre d'activités qui sont menées à l'Institut et dans nos exploitations par nos élèves et nos étudiants sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le consulter. Si vous voulez des informations sur la vie du campus, la dynamique étudiante, l'internat, la restauration et autres, si vous n'avez pas pu suivre le webinaire qui s'est déroulé sur la vie du campus à 11h30, vous le retrouverez très rapidement en streaming sur le site de l'Institut. Il est d'ailleurs, je pense, rediffusé dès ce soir vers 17h30. N'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Merci à Louis d'être revenu de loin. Merci à Maëlys beaucoup pour ton intervention, tes interventions, et merci à vous également pour ce beau plateau. Je vous remercie.